OK. Alors, nous sommes ici pour parler de la rédaction d'un article scientifique. Hein. D'abord, moi, j'ai une exigence comme directeur de mémoire ou de thèse. Vous devez écrire. Vous n'avez pas le choix. Si c'est moi, vous êtes obligé. Mais vous avez de la chance, je ne suis pas votre directeur. C'est important pour plusieurs raisons. Sans publication, vos chances d'obtenir, c'est pas publish or perish, hein, c'est pas ma logique ça, mais sans publication, vos chances d'obtenir une bourse d'études sont réduites de 80%. Sauf en commençant, où là on donne la chance aux coureurs. Mais quand on a entrepris, surtout quand on entre au doctorat, sans avoir autre chose que sa maîtrise, le fait d'avoir été placoté à droite et à gauche, même en didactique professionnelle à Longueuil en octobre prochain, ça ne justifie pas l'obtention d'une bourse. Une communication a beaucoup moins de poids dans une sélection qu'un article scientifique. Donc, il faut écrire. Et pour écrire, il faut écrire généralement avec son directeur. Il faut avoir des choses à dire, lui aussi. D'où l'importance du choix du directeur, mais ici, je n'ai pas d'inquiétude avec ce que j'ai entendu. Donc, voilà. Le choix du directeur, il est capital. Ça, je ne pourrais jamais le dire assez longuement. L'importance d'écrire, d'abord parce que, ultérieurement, vous aurez à écrire, c'est un apprentissage. On ne sait pas écrire un article scientifique. Il faut apprendre. Et malheureusement, il n'y a pas de manuel pour écrire. Enfin, moi, j'en connais pas. C'est en le faisant, avec encadrement, qu'on apprend progressivement à écrire des textes à caractère scientifique. Mais il n'y a pas des règles a priori. Je vais donner quelques indications. Je vous en prie, vous m'arrêtez quand vous voulez. D'accord? Hein, je ne suis pas venu faire un prêche. On s'entend bien. J'ai une petite expérience de l'écriture scientifique, disons. Donc, je peux me permettre de vous faire quelques suggestions. Sachant une chose, c'est que quand on écrit, on va dans un jeu de massacre. C'est comme au billard ou aux quilles. Tu as les quilles, il faut les faire tomber. Vos évaluateurs, ils essayent de vous faire tomber. Alors, les évaluateurs, il y a 3 types d'évaluateurs. Je vous le dis tout de suite en débutant avant même d'entrer. Il y a ceux qui trouvent que tout est bon, tout est beau, tout est bien dans ce monde, qui au fond n'ont même peut-être pas lu, okay, qui s'en fichent éperdument ou qui n'ont aucun sens critique. Ils sont inutiles. Ils sont même dangereux parce qu'ils vous font croire que vous êtes des gens avec une capacité d'écriture, de conceptualisation et de rationalité extraordinaire. Ce sont des gens très dangereux. Ça existe. Deuxième type, c'est les salauds. Ils ne sont pas mieux. Les salauds, c'est ceux qui vous démolissent a priori. Tout ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pourri, et donc il faut exclure. Et ça aussi, ça existe. Je pourrais mettre des noms aussi, ici au Québec, et ailleurs dans le monde, en France ou ailleurs, là, pour les Français, là. Ouais, je suis pas plein. Non, mais je taquine. Hein. Ceux qui font leur thèse en France, là. Bon, allez, oui. Bon. Et il y a le troisième type, ça c'est les gens bien. C'est ceux qui ont un regard critique approfondi, et qui, dans leur critique, donnent des suggestions d'amélioration. Et ça, c'est vraiment important. Donc, sachez que vous pouvez être confronté à l'un ou l'autre de ces 3 types. Ce que je souhaite, c'est que vous ayez le plus possible d'évaluateurs du 3e type. Parce qu'eux, ils vont vous faire progresser. Alors on voit de l'article, tu ne sais pas qui sont. Donc, d'autres, tu ne le sais pas. Non, mais à partir des réactions, tu peux le savoir. Et c'est sûr que quand tu reçois un article avec des corrections, au début, tu es frustré. C'est normal.
c'est humain. Après, il faut prendre la distance et puis réfléchir et puis regarder, puis on voit ses failles. Si l'évaluation était bien faite, oui, on voit les problèmes. Et il y a des éléments qui peuvent irriter, je vais en parler en cours de route, qu'il faut éviter aussi. Ça va? Oui? OK? Bon. Je vais commencer avec quelques autres préalables. D'abord, pourquoi écrire? Évidemment, je viens de donner une raison indispensable parce que l'écriture scientifique, c'est un apprentissage. Et il faut écrire pour apprendre à écrire. Et faire une thèse ou un mémoire, ça ne suffit pas de mon point de vue. Ça, c'est clair, pour moi en tout cas. Il faut donc pouvoir exploiter ces données, exploiter ces résultats, exploiter les concepts sur lesquels on travaille. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Bon. Mais pourquoi? Quelles sont les visées que vous allez poursuivre au-delà de ça? Pour moi, la question est de savoir, c'est bien de vouloir faire un article, un texte, on va parler d'article scientifique ici, hein. C'est bien de vouloir faire un article scientifique, mais sur quoi? Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Si l'article répète des choses que vous avez déjà vues 100 fois ailleurs, n'écrivez pas. Ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'il y ait un aspect, pour moi, d'originalité, et donc qu'il y ait une pertinence pour pouvoir proposer, soumettre un article à l'évaluation. Puis, je vais faire d'autres distinctions après, là. Donc, c'est d'avoir une idée claire sur ce que l'on veut dire, ce que l'on veut écrire. C'est pas simple. C'est comme faire sa problématique dans un mémoire ou dans une thèse, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est rédiger sa problématique, c'est-à-dire de problématiser pour arriver à une question de recherche. C'est le plus difficile. Le reste doit en découler après. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, pourquoi? Quoi? Quels seront les éléments du contenu que vous allez introduire? Et ça suppose donc de savoir quel type d'article vous allez rédiger. Est-ce que vous allez présenter des résultats de recherche? Est-ce que vous allez faire un article qui développe des aspects théoriques, conceptuels ou critiques? Est-ce que vous allez faire un article de synthèse? Je sais qu'il va y avoir une présentation prochainement là, d'articles de synthèse, enfin d'un certain type d'articles de synthèse, puisqu'il y en a toute une série. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un article de synthèse, pour prendre un exemple simple, ça pourrait être de faire une analyse exhaustive de la documentation scientifique sur un objet spécifique. La reconnaissance de la dimension humaine. Il y a des écrits en quantité, faire un article de synthèse pour faire le point sur les différentes conceptions. Article de synthèse. Article théorique, bien, par exemple, la notion de reconnaissance pourrait être traitée d'un point de vue théorique, en confrontant différentes perspectives, ou le concept de didactique. Voilà un petit concept, très petit, qui demande énormément de travail pour pouvoir arriver à pouvoir faire un tour d'horizon sur le plan conceptuel. Et je dis didactique, même si je prends la didactique de la physique tout seul, ou de la technologie, je vais m'apercevoir, ou la didactique professionnelle, je vais m'apercevoir qu'il y a bien des conceptions qui sont véhiculées à l'intérieur d'un champ didactique spécifique. Voilà l'idée d'un article théorique
d'un article critique. Je veux critiquer la conception de, je sais pas moi, de Hannah Arendt sur la liberté humaine. Voilà. Un article présentant des résultats de recherche, bien ça il faut avoir fait la recherche. On s'entend. Ou au moins avoir des premiers éléments de résultats, ce que l'on peut traiter de manière préliminaire. Et ça, on peut faire ça très bien dans le cadre d'un mémoire ou d'un doctorat. Ça va toujours? Dans quelle revue? Et ça, c'est une question à se poser très vite. Parce que la revue va être déterminante à travers les exigences qui sont les siennes, à travers sa politique éditoriale, à travers les orientations. Je n'irai pas, par exemple en didactique professionnelle, je n'irai pas préparer un texte qui va porter sur la psychologie des rats en temps de sécheresse. Ça ne passera pas dans votre revue. Je pense pas. Non, ça m'étonnerait. Voilà. Bon. Donc, il faut que vous puissiez aller lire les lignes éditoriales des revues pour prendre une décision. Et ici, aujourd'hui, ce que je n'ai pas indiqué avant d'aller plus loin, c'est de l'ordre de la prudence. Il y a plein de nouvelles revues qui sont des arnaques et qui vont vous solliciter. Une fois qu'ils auront votre nom, vous allez les avoir. Qui n'ont aucune valeur scientifique, qui payent des chercheurs éventuellement, mais ils les payent pour avoir une caution, et puis c'est du n'importe quoi. Si vous lui soumettez le texte, il va être publié en 15 jours. Pas de problème. Sauf que c'est 5 000 $, ou 7 000, ou plus. Donc, ces revues, il faut être extrêmement prudent, sont des revues qui vont vous réclamer de l'argent. Et ça, c'est pas bon signe. Mais est-ce qu'on peut se référer à l'étude de l'impact facteur, c'est-à-dire l'importance, Oui. ce qui permet de savoir déjà est-ce qu'elle est classée? Oui. Ça permet d'éviter ce C'est ça ce qu'on considère comme référentiel. Dans la mesure où cet impact facteur est valide. Oui. Je dis bien dans la mesure où. Moi, je suis assez circonspect. Mais par contre, il y a des revues sérieuses. Voilà, la revue des sciences d'éducation, McGill Journal of Education ici, la revue la revue canadienne de l'éducation, Canadian Journal of Education, etc., etc. La revue française de pédagogie. Bon, il y en a énormément. Spirale. En France, il y en a... pardon? Oui, il y en a une série. Et il y a des classifications également sur ce plan-là qui sont faites au niveau des États et qui peuvent être un indicateur. Mais quand on publie, je dis publier dans une revue qui est reconnue, qui a un vrai comité éditorial, qui a des vraies évaluations, c'est quand même... bon. C'est parce que si vous publiez dans une revue qui n'a pas de crédit et que si on évalue votre dossier, un chercheur expérimenté va s'apercevoir que vous publiez dans des revues de merde. J'essaie d'être clair, moi. Moi, j'ai pas de... mon langage, parfois, il fleurit. OK, et presque parfois sans restriction. Il faut que je fasse attention. Il peut vous surveiller. Oui, dans un monde où, bon, en tout cas. Donc, il faut être extrêmement attentif à la revue et connaître sa politique éditoriale, les cibles qu'elle poursuit. C'est une revue, Didascalia, c'est une revue en didactique, par exemple. Voilà. Bon.
Mais je ne sais pas si elle prend toutes les didactiques, j'en ai aucune idée, ça, il faut aller voir. Ensuite, dans quelle langue allez-vous publier? Est-ce que c'est en français, en anglais, en espagnol, en mandarin? En mandarin, j'ai plus difficile à vous suggérer une revue. Hein. Ça, bon. Mais en espagnol, il y a des revues extrêmement sérieuses. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Même chose en anglais. Donc, il faut être très vigilant au départ et savoir dans quelle revue. Bon. Un autre aspect important à l'origine, avant de commencer à écrire, c'est de connaître les normes éditoriales. Parce que nous vivons dans un monde où presque chaque revue a ses propres normes éditoriales. Alors, celle qui est dominante en Amérique du Nord, c'est les normes de l'APA, de l'American Psychological Association. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est l'APA 3, l'APA 4, l'APA 5, l'APA 6? Les nouvelles normes, qui, moi, à mon avis, sont un peu cinglées, mais je le dis sans parenthèse, là, vous ne m'entendez pas. Okay, mais s'il les exige, il faut. Sauf que le problème de l'APA 6, parce que je viens de m'y soumettre pour la revue des sciences d'éducation, quand on consulte les différentes, l'Université de Montréal, l'Université Laval et je ne sais plus quel autre site, les règles changent de l'un à l'autre et c'est toujours de l'APA 6. Alors, vous l'avez vu? Vous l'avez remarqué? Ouais. Bon. Alors, il faut mieux s'adresser au directeur de la revue pour lui demander c'est quoi ses goûts, ces bibites là, de manière à ne pas avoir à recommencer. C'est parce que, et ça c'est une remarque générale, si vous soumettez un texte rempli de fautes, si vous soumettez un texte mal présenté, c'est pas aligné, et les espaces sont pas là, où il y a 2 espaces au lieu d'un, puis etc. Si la forme n'est pas soignée, vous allez avoir des évaluateurs agressifs. Moi en premier. Parce que je considère à ce moment-là que l'auteur, il se fout de ma gueule. Il ne prend même pas le soin de me présenter un texte qui a de l'allure. Et je deviens méchant. Parce que c'est pas propre. Et surtout au niveau des références. Je vais reparler des fameuses références. Mais si c'est telle règle, si c'est l'APA 6, telle mode, ou si c'est une autre, en France, il y a d'autres formules. Si vous publiez dans une revue française, c'est vous connaître les règles de la revue et de publier en fonction de ces règles-là la présentation des références. Aujourd'hui, par exemple, APA 6 refuse toutes les notes de bas de page, sauf exceptionnellement. Même j'en avais laissé une dans mon texte qui va apparaître, sur qu'est-ce que c'est que la réification, ils me l'ont enlevé. Ben, je me suis dit à ce moment-là que les auteurs n'ont qu'à aller voir et pour comprendre s'ils ne sont pas familiers avec le terme. Et on ne met plus de notes de bas de page. Bon, c'est la nouvelle règle. Donc, il faut connaître tout cela avant d'écrire. C'est vraiment important parce que vous allez vous donner du travail supplémentaire par la suite, déjà que vous aurez des corrections à faire très probablement, des modifications, des clarifications, et en plus, vous risquez d'indisposer les évaluateurs. Donc, pour moi, les normes, et c'est la même chose à l'université pour son mémoire ou sa thèse. Il y a des normes, elles sont bien faites, elles ont été faites par quelqu'un de brillant, je peux vous l'assurer. Donc, il faut... Pardon? Ils ont changé. Oui, ils ont changé, moi. Oui, le nouveau guide est changé. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, en tout cas. Mais c'est pas fini, il y a encore le débat autour de ça. Oh, oui, oui. Bon. Donc, respectez les règles, les normes. Bon. Question jusqu'ici?
Oui. Comment on peut faire, outre le facteur de publication, pour savoir qu'est-ce qui est mauvaise Bon. Vous savez, vous avez un directeur de recherche. Oui. C'est ça. Utilisez. Bon. C'est ça, non? Ouais. Si votre directeur, votre directrice ne publie pas, ne connaît rien, moi j'ai une suggestion à faire. Changez de directeur, changez de directrice. Soyez clairs. Oui. Mais autrement, vous devez vous fier à lui. Voilà. Donc ça fait que l'expérience, en fin de compte. Ben oui, c'est l'expérience. Il n'y a pas de Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... moteur de recherche. Ben, il y a des moteurs de recherche qui peuvent te voir, mais il faut faire attention. Parce que moi, je me sens bien outillée, je me sens bien appuyée par ma directrice. Oui, Mais je pense aux pauvres gens qui n'ont pas de oui, chance. ben oui. Ils sont Ben pas c'est ça. condamnés. Dis-leur de changer de directrice, de directeur. Oui. Même dans le dernier, dans la nouvelle édition sur la méthode, j'ai même mis un chapitre là-dessus à la fin pour traiter de cette question-là. Parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir un bon directeur, une bonne directrice de recherche. Si elle ne fait pas de recherche, si elle ne publie pas, si elle ne connaît pas ce dont vous traitez, vous allez l'aider, elle ne vous aidera pas. Ah oui. En plus, il ne s'occupe pas de vous, hein, parce que ça arrive. Mais, crissez votre camp, allez ailleurs. Oui, voilà. C'est la réponse que je peux te faire. Après, ben, tu peux aller quand même regarder. Tu vas regarder les revues, ce qu'ils ont publié. Il y a des textes. Donc, il faut fouiller. C'est un des avantages d'Internet aujourd'hui. Par contre, il a beaucoup de défauts, mais c'est un avantage. Merci. De rien. On continue. Dernière, justement, c'est avec qui? Normalement, vous allez peut-être publier des textes seuls dans une revue, parce qu'il y a des revues, par exemple, pour les jeunes chercheurs, pour les étudiants. Il y en a plusieurs. Et puis, après, ben, on fait ses dents avec son directeur, avec sa directrice de recherche. C'est important. Et ensuite, il y a des règles à respecter. Moi, ma règle comme directeur de recherche était la suivante. Tu fais la job, je dois juste apporter des corrections, ton nom est le premier. Moi, le mien sera en second. Tu fais la job, je dois tout recommencer, mon nom est en premier, le tien sera en second. C'est clair. Voilà. Alors, professeur, excusez-moi. Oui, oui. Est-ce que c'est pareil aussi pour la direction, par exemple? Oui. C'est-à-dire, genre, vous avez un étudiant Oui. que vous devez conduire en thèse. Oui. Est-ce que vous allez le laisser faire tout le travail lui-même? Non. Ah ben oui, il va faire tout le travail lui-même. Oui. Mais, parce que moi, je ne lui écrirai pas une ligne. mais je vais l'accompagner systématiquement tout au long du chemin. D'accord. Voilà. Donc pour les articles, c'est pour les articles que vous venez de vous exprimer. Oui, mais c'est sûr que pour les articles, je vais l'aider aussi à rédiger l'article. On va le discuter, on va le préparer, mais l'étudiant va l'écrire. S'il veut être premier auteur, ben, il faut qu'il ait fait la part majeure. D'accord. Si c'est moi qui fais la part majeure, c'est moi le premier auteur. C'est compris. Mais oui. C'est dans la logique des choses, ça. Oui. Mais dans l'encadrement d'un mémoire, d'une thèse, il faut que le directeur accompagne. Il n'écrit pas à la place de l'étudiant, mais il doit l'accompagner systématiquement. Jusqu'à un moment donné, où comme ce monsieur-là, à un moment donné, on lui fout la paix parce qu'il doit travailler par lui-même tout seul, il est grassé maintenant. Voilà, normalement. Hein? Par rapport à Oui. même sujet ici, supposons on a deux scénarios, on a un étudiant avec son directeur, il arrive, puis il lui dit je veux écrire un article et je propose ce plan-là, Oui. problématique, Oui, oui. cadre, etc. Puis le directeur, il lui dit ok, c'est validé, tu peux aller écrire. Oui. Donc là, c'est clair que c'est l'étudiant qui a fait la majeure part. Oui.
Dans un second scénario, il arrive avec le même plan, le directeur lui dit non, ça se tient pas. Oui. Tu vas, au contraire, tu vas faire ça, et le directeur lui donne un nouveau plan. Oui. Donc l'effort conceptuel, c'est le directeur qui l'a fait. L'effort d'écriture, c'est l'étudiant. C'est lui Ouais. qui est premier auteur. Parfait, ok, Voilà. Parce que la responsabilité du directeur, c'est d'aider l'étudiant. c'est bon. Donc ça rentre dans rédiger. l'accompagnement. Oui. Pour moi, c'est de l'ordre de l'accompagnement. Ça répond aussi à ta question. Oui. Ça va? Ouais. OK. Bon. Donc, le avec qui, pour moi, c'est important d'écrire avec son directeur, avec sa directrice, et éventuellement avec d'autres chercheurs. Ça peut être des équipes. Et si vous avez la possibilité de rédiger seul, particulièrement dans des revues pour jeunes chercheurs, parce que c'est l'occasion là aussi d'y aller, faites-le. Où le directeur vous dit, OK, vas-y, tu vas le soumettre. C'est le directeur, la directrice qui doit, là-dessus, vous dire ce qu'il en est. Vous donnez l'heure juste. Je ne sais pas si vous connaissez la fable du lapin qui fait sa thèse. Non, il faudrait que je vous l'envoie. Vous pouvez la raconter. Ah oui, mais oui. Allez, je vais faire très très vite. La thèse du lapin qui fait sa thèse, c'est un lapin qui est devant un terrier et il est en train de travailler sur son ordi. Et alors, il y a 3 animaux qui arrivent. Il y a un loup, puis après, je ne sais plus ce que c'est, puis enfin un ours. Et chacun lui demande, je fais ça très vite, lui demande ce qu'il fait. Alors l'autre, il dit, ben, je fais une thèse qui élimine le renard. Le renard dit, ben, t'es cinglé, c'est pas possible, ça n'existe pas, les lapins. Bon, si, d'ailleurs, la preuve, mon directeur est tout à fait d'accord. Si tu veux, va, il est là dans le terrier, là, tu vas aller le voir. Et le renard, il va, il ne ressort pas. Et le lapin continue sa thèse. Bon. Deuxième, c'est le loup, même histoire. Comment on élimine les loups de la planète? Il dit, impossible, ça c'est... Enfin bref, si, mon directeur, il est tout à fait d'accord. Si tu ne crois pas, va le voir. Le loup entre, puis il ne ressort pas. Puis c'est un énorme... c'est un ours qui arrive, qui se dit, ben tiens, je me ferais bien un petit déjeuner, là, aujourd'hui, un petit déj, là, avec parce que j'ai rien mangé jusqu'à présent, avec un lapin, et il arrive et dit, qu'est-ce que tu fais? Ben il dit, comment on fait pour éliminer les ours de la Terre? Tu dis, impossible. Si. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, là, t'es peut-être un peu trop gros, je vais appeler mon directeur, il va arriver. Et là, tu as un énorme lion qui arrive, qui saute sur l'ours, qui le bouffe. OK, problème réglé. La moralité de l'histoire, c'est quoi que tu fasses, quoi que tu écrives, au niveau de ton mémoire ou de ta thèse, c'est le directeur qui a raison. Voilà. Bon. C'est la perspective paradigmique. Comment? La perspective paradigmique, le courant. Oui, bah, tu vois. C'est lui qui... Voilà. Enfin, oui. Je n'irai pas dans ce terrain-là. Là. Oui. Ça va? Bon. On va aller aux choses sérieuses. Bon, parlons de la structure maintenant, d'un texte. À moins qu'il y ait d'autres questions. C'est des bêtises, si je commence, là, j'en ai pour des heures. Ben, vous n'avez pas plus que 2 minutes. Non, mais c'est ça, voilà. OK. Alors, d'abord, le titre. Un titre, ça se change. Mais je pense que, pour moi, j'aime bien d'avoir un titre au départ. Parce que le titre doit être contraignant. Un titre doit dire ce que l'on retrouve dans le texte. Donc, il doit être d'abord court, le plus possible, et il doit surtout être explicite. Il doit effectivement contenir ce dont il va être question dans l'article. C'est la même chose pour un mémoire ou pour une thèse. C'est pour ça que j'aime bien, moi, je demande toujours à mes étudiants un titre, quand ils commencent. Après, le titre, il va changer 10 fois, 20 fois, 100 fois, peu importe, mais un titre, ça donne des balises. Et quand on écrit, il faut des balises. Parce qu'on élimine plus que ce qu'on va garder. Donc il faut pouvoir se mettre ces balises. Donc, un titre qui est explicite, ça c'est vraiment important. Je suis en train de terminer, de préparer un ouvrage qui porte sur le legs de Saussure.
OK? Ça vous dit quelque chose, ça, le legs de Saussure, comparaison entre Vygotsky, mon Dieu, je ne sais plus qui, enfin Saussure, Vygotsky et Changueux. Moi, je veux bien. Mais quel est le lecteur qui va comprendre de quoi il s'agit? Alors qu'au fond, c'est un ouvrage d'épistémologie qui porte sur la linguistique. Bon, ben, c'est ce que j'ai demandé à l'auteur, là, de mettre un sous-titre, qu'on puisse comprendre de quoi il va s'agir. Sinon, il n'y a personne qui va acheter ce maudit livre-là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, important d'avoir un titre qui dise bien de quoi il sera question. Et ensuite, un résumé. Le résumé, on le fait à la fin. Et généralement aussi, il faut des mots-clés. Avoir l'idée des mots-clés au départ, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Parce que ça aussi, ça balise. Quels sont les mots, les 4-5 mots clés obligatoires? Parfois, on les impose, il faut aller chercher dans une banque de mots-clés. Ça, c'est chiant, mais il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parfois, mais c'est pas grave, il faut le faire. Mais quand on peut les mettre, les mots-clés, ben, on indique ceux qui conviennent et qui sont marquants. Au fond, c'est les éléments centraux autour desquels, les notions, concepts autour desquels tourne le texte. Le résumé, on va vous dire, c'est 100 mots ou c'est 150 maximum. Le respecter les normes. Le résumé, il doit tout dire en 100 mots. Donc, c'est pas simple à faire. Mais le résumé, il doit montrer de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'on fait, comment on le fait, et on arrive à quoi. Généralement, il doit se faire en plusieurs langues. Français, anglais. En roumain, c'est plutôt rare, là, mais ça arrive si on publie en Roumanie. C'est ça. Voilà. Hein? Mais oui. Et si vous publiez en Arabie Saoudite, vous demanderez à un traducteur. Il y en a ici des gens qui seront capables de vous faire ça en arabe. Voilà. Hein? Bon. Donc, l'important, c'est de bien voir. Ne faites pas un résumé de 3 lignes quand on vous demande 150 mots. Faites un résumé de 149 mots. Vous devez vous organiser, ou de 140, là, mais pas 152. C'est l'art de pouvoir faire ce qu'on demande dans l'espace requis. C'est la même chose quand vous ferez une demande de subvention, ou si vous en avez fait une. Si vous avez 2 pages, vous devez faire les 2 pages au complet et pas laisser un blanc d'une demi-page. Là, l'évaluateur dit qu'il n'avait rien à dire, il n'est même pas capable de remplir 2 pages. Vous donnez à ce moment-là une image négative de votre travail. Ça va? OK? Et quand c'est à plusieurs langues, ben, il faut faut faire les traductions dans plusieurs langues. À la limite, en anglais, maintenant, il y a des traducteurs qui ne sont pas pires, qu'on trouve sur Internet. Là, oui. Ouais. En passant, je ne sais pas si je vais revenir là-dessus, je ne me souviens pas. En passant, vous allez vérifier votre texte avec Antidote. Généralement, c'est le logiciel qu'on utilise. Méfiez-vous d'Antidote. Moi, je l'utilise, mais avec une très grande prudence, parce qu'il demande des accords qui sont inappropriés. Il fait mettre au pluriel quand ça doit être au singulier, etc., etc. Antidote est intéressant quand on maîtrise la langue française. Quand on ne la maîtrise pas, il est dangereux. Si vous publiez à la première personne du pluriel, moi ce que je préfère plutôt qu'à la première personne du singulier, quand vous faites les accords, vous le faites au singulier et non pas au pluriel. Nous allons, etc., ou nous, je sais pas ça, vous utilisez à ce moment-là le nous de modestie.
vous mettez une note de bas de page au début pour expliquer ce que ce nous de modestie et que vous ne ferez pas les accords nous-mêmes, vous ne mettrez pas un S en même, parce que c'est un nous de modestie. Donc, quand on utilise le nous, on reste au singulier parce qu'on parle de soi à la première personne du pluriel. Ça va, on suit ou pas? Je me demande, mais quand même, d'autres verbes sont conjugués avec le nous. Oui, nous travaillerons, on conjugue au pluriel, mais les accords du participe passé, les accords des adjectifs se font au singulier. Par exemple, si je dis nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés, parce que c'est une femme, donc tu le mets au féminin singulier. Ah, je ne mets pas S. Mais non, parce que c'est le nous de modestie. Mais il faut le dire dans une note au début. Ah, ok. Parce qu'autrement... Si on peut faire une note en bas. Oui, là, on peut faire une note en bas de page. Oui, c'est à peu près le seul cas quand on peut faire une note. On peut faire des notes en bas de page avec APA6 pour expliquer un mot ou pour faire ce type de remarque. Mais autrement, tu vois, même j'ai expliqué ce c'était réification, mais ils me l'ont enlevé. Bon, ok. Oui. Le nous, Oui. ça c'est si l'auteur écrit Oui. un texte seul. Seul. Ah ben oui, si vous l'écrivez à deux. Mais le nous pour faire renvoi à l'équipe. Oui, ben, quand vous écrivez à deux, c'est le pluriel. C'est l'accord au pluriel, vous êtes deux. Le directeur, par exemple. Oui, avec le directeur, à ce moment-là, vous êtes. Quand il y a deux auteurs, ce n'est plus un nous de modestie. Mais dans le cas d'une thèse, c'est pas un nous de modestie, ce n'est pas non plus un nous d'équipe parce que c'est ma thèse. Eh bien, alors, c'est un nous de modestie. C'est un nous de modestie. Ben oui. Ok. Oui. Certaines fois, on fait en C'est ON. Oui, oui. Ouais, c'est pas très élégant, ça, Léon. Oui. Mais c'est Eh oui. pour- Évitez les cancons, là. Pour l'impersonnel, carrément. Pas de nous. Oui. Donc, ça, c'est une petite remarque en passant. Et donc, faire bien attention avec Antidote. C'est un outil, moi, que j'utilise. Parce que quand j'écris, comme je suis attentif, non pas à ce que j'écris, mais à ce que je pense, il m'arrive de faire des conneries au niveau de la langue, là. Mais après, il faut faire très, très attention. Ça arrive certaines fois, tu es en train d'écrire, parce que l'écriture, c'est une fluctuation. Oui, oui. Donc tu enlèves, tu remets pour Oui, disparant, oui, oui. et tu oublies Oui, la oui. structure. Oui, oui, oui. Ça, Et c'est dans ce sens-là qu'il faut relire 2 fois, 3 fois. Oui, aussi. En plus. Il faut se relire et se faire lire par quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible, oui. Il faut payer. Bon, bien, bon, mais, t'as vu là, t'as vu l'autre là, tout de suite, oui. Un gars gentil là, et charmant, ou une fille gentille, charmante, et tu lui demandes de relire là. Mais si elle maîtrise le français, autrement, oui, ou l'anglais. ben, l'avantage aussi, je ne sais pas, peut-être pour nous, au centre, Oui. l'avantage Ben oui. d'un centre aussi, C'est ça, oui. fait partie des choses que Oui, oui, oui. nous, en tout cas, moi je me fais, vous m'avez lu, Oui. c'est... Oui, oui, non, c'est un des avantages d'être membre d'un centre. C'est de pouvoir soumettre son texte à plusieurs avant de le diffuser, avant de l'envoyer dans une revue. Et on devrait faire ça. Ça va? OK. L'introduction. Alors, je vais passer au fur et à mesure, là, tranquillement, les différents éléments. Une introduction, c'est généralement assez court, parce que de toute manière, un texte scientifique aujourd'hui est court. Hein? On te demande, c'est quoi, c'est 30 000 signes? Ouais. OK, pour ça que je préfère j'aime mieux écrire des livres, là, mais c'est 30 000 signes, c'est pas beaucoup. Donc, l'introduction, il faut la soigner. L'introduction, elle doit répondre pour moi à 3 questions. Pourquoi, quoi, comment? Pourquoi j'écris? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quels sont mes objectifs? Quelle est la pertinence? Dans quel contexte? Etc. C'est le pourquoi. Le quoi, c'est le contenu. Quels sont les éléments du contenu que je vais traiter? Et ensuite, comment ces éléments-là seront-ils organisés?
Donc, c'est la structuration du texte. Un bon article, il contient ça. Si je dois attendre la page 5 pour savoir de quoi il s'agira, ou de savoir comment l'article est structuré, souvent, je ne vais pas jusqu'à la page 5. Il faut que ça m'intéresse en outil pour ça. Voilà. Donc, répondre à 3 questions. Pourquoi, quoi, comment. Et ensuite, s'il y a des limites, donner les limites. Quoique parfois les limites, elles peuvent venir avec la conclusion. Ça dépend. Ça dépend de la revue. Non, ça dépend de nous. Non, les limites, non, dans toute revue. Okay. Dans toute revue, un bon article, il répond dans son introduction à 3 questions. Non, je veux dire l'endroit de, par exemple, pour les limites. Non, ça traduction. dépend du texte. Voilà. Ça dépend comment tu organises ton texte. Ça peut venir au début, ça peut venir à la fin. Ça dépend aussi de quel type de limite. Peut-être des limites conceptuelles, des limites opérationnelles, méthodologiques. À ce moment-là, tes limites méthodologiques, tu les mettras peut-être au niveau de la méthode. OK? Hey, bon. Donc, assurer la cohérence. Et après l'introduction, bien, il y a différentes sections qui vont venir. Si vous présentez des résultats de recherche, bien, c'est classique. Une problématique, un cadre de référence, des procédures méthodologiques, des résultats, une interprétation et puis une conclusion. Voilà. Une thèse, un mémoire, c'est ça. À moins que ce soit un mémoire théorique. Super, professeur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo Oui. passée? Oui. Mais de toute façon, il est disponible. Oui. Hein. En fait, c'est enregistré aussi. D'accord. Oh, ben, je peux t'envoyer aussi le... Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Parce qu'on va faire un montage avec lui. Oui. Pas de problème. Ah oui. Et comme je suis membre du CREAS encore, je ne demanderai rien. Ça va. Oui, c'est bon. OK, c'est beau? Bon. La problématique, pour moi d'abord c'est un mauvais terme. Hein. Ça devrait s'appeler problématisation. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le terme consacré, problématique. Une problématisation, c'est de montrer, c'est de construire. Effectivement, un Rochex doit être sensible à ça aussi. Hein. Voilà. Et c'est de montrer en quoi la question qui est traitée pose problème. C'est ça, une problématisation. Et donc, il y a certainement un contexte. Je dirais qu'il devrait toujours y avoir un contexte. Là-dessus, j'ai une préoccupation, c'est que déjà dans l'introduction, Oui. on ne fait pas du contexte et de la problématique, ce qui fait que des fois, déjà dans l'introduction, on amorce l'élément. Si le contexte est mis dans l'introduction, tu ne vas pas t'emmerder dans la problématisation à le répéter. Ça, c'est des choix de structuration. Mais si tu annonces dans l'introduction juste qu'on va aborder dans telle perspective, mais que tu n'en traites pas, dans ta problématisation, tu vas devoir l'expliquer, peut-être en un paragraphe. Okay? Dans ta thèse, il y aura 5 pages, 10 pages, mais tu n'as pas le choix là. Donc ça doit être court, cette contextualisation. Donc c'est un travail d'écriture, ça. C'est de pouvoir écrire de manière concise des aspects qui sont fondamentaux et qui seront compréhensibles pour le lecteur. Est-ce qu'il y a... Oui? Si vous pouvez juste rappeler, parce que c'était très important, j'ai suivi le séminaire avec lui, donc je me rappelle de tout ce qu'il a dit. Ah bon? Mais moi plus. Moi je me rappelle plus ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, l'important c'est que les étudiants se rappellent. L'idée que l'écriture est un processus linéaire, contrairement à la recherche. Oui. C'est très important. Faire une recherche, c'est faire un travail de manière un peu bordélique.
Bien sûr qu'il y a la théorie. La théorie, on dit, et je suis le premier à le dire, qu'il faut d'abord problématiser, puis qu'on ne s'occupe pas de métaux avant d'avoir fait son cadre. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui fait comme ça. On essaye d'avoir un cheminement. Mais c'est faire de la recherche. C'est sûr qu'il y a un certain nombre d'aspects importants qui la caractérisent, que Bayrou a d'ailleurs très très bien mis en évidence, mais c'est pas la même chose de faire la recherche et d'écrire la recherche. Écrire la recherche, c'est d'organiser sa pensée de manière linéaire, consécutive, pour partir d'un point et arriver au bout de manière effectivement linéaire et progressive. Et c'est ce travail-là qui est le travail d'écriture. La recherche, elle ne se fait pas de manière linéaire. Elle se fait en boucle. Garborin, là. On pourrait en parler longtemps. Voilà. Parce qu'on va à droite, à gauche, on revient, et je suis dans mes résultats, puis je me dis, oh merde, il faut que je change mon cadre conceptuel un peu, ou encore il faut que j'en élimine. C'est du bricolage, mais du bon bricolage, attendons-nous. Et c'est correct, c'est comme ça. Ben, en fait, au cours, pour mon expérience, au cours de notre cursus, on était obligé de faire à la lumière. Oui. Avant de faire le questionnaire, tu stabilises tout. Oui. Oui, c'est vrai. J'exige ça aussi. Mais en réalité. À l'épingle, c'était à l'épingle. Ah, tu devrais pas telle chose tant que tu es là. Oui. Que ton cas, je pense. Mais en réalité, est-ce que tu respectais ça? Oui. Oh ben t'es niaiseux. Non, je te taquine, hein. Oui, à plus ou moins. En fait, parce qu'il y a deux processus, je crois, ce qu'il veut. Il y a le processus intellectuel, mais le processus intellectuel de la démarche et le processus intellectuel de la manière de rendre compte de la démarche, c'est autre chose. Deux choses différentes. Oui. Et ce que Ahmed pense, mais quand tu dis que c'était fondamental, je pense au fait que, parce que quand on veut aller recueillir des données, quand on veut aller recueillir des données dans la construction du projet, tu peux pas aller recueillir des données avec un instrument, sachant que tu n'as pas encore de cadre. Et ça là-dessus, moi, je suis intransigeant. OK? Par contre, quand je discute avec mes étudiants, je creuse un petit peu la question et que j'interdis qu'ils aillent à un recueil des données avant d'avoir terminé leur métaux, je me rends compte qu'ils sont déjà projetés dans le recueil alors que ce n'est pas fait. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des êtres rationnels. La rationalité est quelque chose de très intéressant, mais nous sommes des humains. Il y a seulement les encyclopédistes du 18e qui étaient rationnels. Okay. Je blague. Non, oui. Oui, en fait, j'allais dire par rapport à cette question de recueil de données, ça dépend justement de l'objectif que l'étudiant ou le chercheur. Par exemple, si je fais une recherche et par rapport à cette recherche-là, je n'ai pas encore d'idée précise. Je peux faire, par exemple, une exploration, une étude exploratoire pour avoir une idée de comment je peux finir le travail que j'ai en train de faire. Et tu n'es pas encore... moi, ça là, ta remarque est importante, mais on dévie un peu du... c'est intéressant ta remarque parce que pour moi, je distingue entre l'aspect de la recherche scientifique et des phases de tâtonnement exploratoire qui sont absolument nécessaires au point de départ la plupart du temps, parce que tu travailles sur une question qui n'a pas été élaborée, ou qui a été peu élaborée, ou qui a été mal élaborée. Et donc, il faut que tu puisses donc faire une exploration. Moi, j'appelle ça du tâtonnement empirique, j'appelle ça de l'essai et l'erreur, j'appelle ça, mais je ne suis pas, et c'est la même chose à l'école. C'est une phase qui est pour moi préalable, qui est préliminaire, qui est nécessaire, mais qui vient avant d'entrer dans le processus de démarche scientifique lui-même.
Il est nécessaire. OK? Mais voilà, oui. OK. Donc, je reviens ici. Problématiser, donc montrer l'existence. Il doit y avoir des enjeux, il y a peut-être des travaux, donc c'est de rappeler. Attention, faire une synthèse des travaux, ce n'est pas additionner des auteurs pour dire un tel a dit ceci, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est de pouvoir faire une synthèse et puis de pouvoir regrouper à ce moment-là des orientations, des problématiques, des perspectives développées et de pouvoir y associer différents auteurs. Et l'addition ne fait pas une problématisation. Oui. Alors là, j'ai encore une préoccupation, c'est que, et je ne sais pas si c'est une déformation dans le domaine de la sociologie, oui. Mais souvent les sociologues ou certains qui abondent suivant une approche sociologique oui. veulent que la problématique soit faite en fonction d'une question sociale, c'est-à-dire il faut que la question soit débattue, soit fortement débattue pour que l'on puisse en faire un problème de recherche. Alors que en réalité, il se peut que le problème ne soit pas autant débattu et pourtant il constitue pour moi un objet de recherche. Oui. Je suis d'accord. Mais je dirais qu'une question a du sens si elle répond à 3 dimensions. Il faut qu'elle réponde à une dimension ontologique, c'est-à-dire qu'elle fasse sens pour le sujet. Elle doit répondre à une question, à un enjeu épistémologique. Elle doit faire sens pour le savoir. Et elle doit répondre à une question sociale. Elle doit faire sens du point de vue social, ou une question sociologique, si on veut appeler comme ça. Pour moi, c'est 3 aspects. Un aspect ontologique, un aspect épistémologique, un aspect social. Et une question fait sens si elle répond à ces 3 aspects-là. Et j'évite exprès et volontairement la dimension psychologique. Parce que pour moi, c'est de l'ordre ontologique. OK. Autrement, je réduis ça trop à l'individu. Oui. Et dans ce cas-ci, est-ce que parfois on pourrait dire que ces 3 dimensions, pour certains domaines, les 2 dimensions peuvent se chevaucher et donner l'impression que c'est juste une seule chose. Oui, mais donc dans le cas de la sociologie, par exemple. Ça peut être... Mais je ne suis pas sûr, mais il devrait y avoir chevauchement et interconnexion. Mais que je sois en didactique de la technologie, que je sois en didactique professionnelle, que je sois en socio, c'est mon domaine, que je sois dans n'importe quel champ, je devrais pouvoir répondre, voir si la préoccupation que j'ai répond à ces 3 dimensions. Est-ce qu'elle fait sens pour le sujet humain? Est-ce qu'elle fait sens pour le savoir? Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que c'est une question qui a un petit aspect original, par exemple? Est-ce que ça fait sens au niveau social? Et pas seulement au niveau individuel, mais au niveau social. Est-ce que ça a, on pourrait dire, un retentissement ou une perspective de retentissement sur le plan collectif? Pour dire ça autrement. Et dans ce cas, les 3 dimensions s'appliquent, moi je les vois, et s'appliquent même dans la recherche fondamentale en physique. Oui. Parce que quel que soit l'objet, même dans les sciences dites dures, ça répond toujours à ces 3 dimensions. Si je suis en science, si je suis en génie, quelqu'un qui construit un pont, il devrait pouvoir poser ces 3 questions. Est-ce que ça avait du sens pour le sujet, pour la société, pour le savoir? Et donc, ça a une application sur la construction du pont, ça. Direct. OK? Un cadre de référence. Quand on est en éducation, j'ai toujours un peu de mal de parler de cadre théorique. Beaucoup de mal, parce que j'ai du mal à trouver les théories en éducation. Je peux parler de cadre d'analyse, je peux parler de cadre de référence, mais des théories en éducation, c'est un peu difficile. Je ne dis pas qu'il y a des théories de l'action, par exemple, okay? Mais il n'y a pas de théorie, pour moi, de la pratique enseignante.
quelque chose sur lequel je me suis penché un petit peu pendant 30 ans. J'ai bien du mal à trouver une théorie de la pratique d'enseignement. Je trouve bien des gourous qui ont fait des trucs, là. Mais c'est pas de l'ordre de la théorie. On est dans un champ qui est complexe, pour différentes raisons. Donc, moi, je suis prudent, moi, je parle de cadre d'analyse, cadre de référence. Et le cadre de référence, bien, qu'est-ce qu'il aborde? Il aborde un concept central qu'il explicite en montrant les liens avec les quelques notions et contextes périphériques qui lui sont interreliés. Et à partir duquel je peux, à ce moment-là, formuler des questions, des objectifs de recherche. Parce que ma problématisation, elle conduit à une question de recherche. Le cadre de référence devrait déboucher par l'élaboration, le travail à partir de la problématisation sur les notions et concepts qui charpentent, que je dégage du cadre de ma problématisation, qui vont charpenter la structure de la recherche. Et donc, je dois pouvoir montrer les liens. Et là aussi, ce n'est pas une addition. Le problème que je vois souvent, c'est qu'on aligne les notions, les concepts les unes après les autres. Quels sont les liens entre ces notions et ces concepts? Donc, c'est un réseau, un système, où on peut parler d'une structure. Quoique structure et système sont deux sens différents, en tout cas. Bon. Oui. Une question. Comme on disait tout à l'heure, écrire un article, c'est rendre compte d'un travail déjà fait. Ouais. Donc, comment il faut composer avec cette contrainte dans la rédaction d'un article où on veut parler du cadre de référence dans un espace limité. Ah oui. Et là, c'est très, c'est pas le lieu c'est ça que j'allais vous demander, si vous pouvez... Non, c'est pas le lieu. C'est le piège qu'on voit également dans les demandes de bourse. C'est qu'on voit des problématiques qui ont 6 pages, pour le doctorat c'est 6 pages, tu as des problématiques de 2 pages et demie, puis tu as un cadre de référence d'une page, puis il n'y a plus rien il n'y a plus de place pour le reste. Alors qu'une problématisation, quand on fait une demande de bourse, je prends cet exemple-là, puis on peut l'appliquer à un article, puisque c'est 30 000 signes. Si ma problématisation fait plus de 2 pages, j'aurai plus de place pour écrire le reste. Si mon cadre de référence développe tellement de manière très précise des concepts en me donnant, j'ai plus de place. Donc, c'est toujours difficile de donner des proportions, mais ce qui va être important, c'est quand même les procédures méthodologiques, la présentation des résultats, l'interprétation. Le reste, c'est mettre la table. C'est créer l'appétit. Donc, il faut que vos problématisations soient suffisamment courtes, le cadre de référence punché, en montrant les liens entre les éléments et en les définissant. Ça peut être 2 lignes, 3 lignes pour un concept, s'il est bien ciblé, s'il est bien articulé, et de montrer les liens avec les autres éléments qui vont déboucher sur, ensuite, les procédures méthodologiques. Sinon, j'ai plus de place. C'est le piège que j'ai vu j'allais dire des centaines, mais des dizaines et des dizaines de fois dans les demandes de bourse. Et qui conduit à écarter les demandeurs. Et surtout quand il n'y a pas de procédure méthodologique. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a une dérive au niveau de l'évaluation. Parfois, on voit ça.
des évaluateurs qui disent oui, mais tu n'as pas parlé de ça et de ça. Oui, ah, oui, oui. Et à ce moment-là, tu es coincé. Oui, dans les articles. C'est lui, dans oui, des articles, oui. Oui, effectivement. Tu n'as pas parlé. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir... j'ai fait un article pour expliquer, je vais donner l'exemple, hein, un article, c'est en 2015, de revue états-unienne, un article pour expliquer la notion de didactique au niveau français aux États-Unis, ce qu'ils ne comprennent absolument pas, dans un contexte d'interdisciplinarité, etc. Et donc, j'ai écrit un article en respectant les règles et les normes. Et les questions qui sont venues m'ont conduit à passer de 15 à 45 pages. Ils l'ont accepté, la remarque. C'était impossible. Il a même fallu que je retourne à l'épistémologie de l'école de Vienne, etc., pour leur expliquer. Ils ne comprenaient rien. Ouais. Alors j'ai dit, écoutez, si vous voulez que je réponde et que je clarifie, j'ai besoin d'espace. Là, ils ont accepté. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. Donc à ce moment-là, c'est une négociation avec le directeur de la revue. Et moi, ça m'est arrivé quelquefois de l'appeler, de lui écrire un message ou de téléphoner, ça dépend qui quoi, et de poser la question, je fais quoi là? Moi, je peux pas faire de miracle. Pas en tant qu'étudiant. Mais en tant qu'étudiant, on met ce qu'on demande. Oui, appelez le noir. Non, pas des... Oh non, mon cher. Oh non. Je n'ai pas que des amis en ce bas monde-là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pour quand on rédige des articles la première fois. Oui, il faut... En tant que jeune chercheur, le fardeau revient sur nous et pas sur les... Ah oui, beaucoup plus. Mais moi, je dirais rejoindre à ce moment-là et s'appuyer sur son directeur, sa directrice, pour faire analyser avec lui la demande, regarder comment on peut faire. Parce que c'est vrai que vous allez avoir ce type de remarques. Moi, là, je ne suis pas faire la quadrature du cercle. C'est pas possible. Là, je regrette. Donc, comment va-t-on faire? Alors, soit on trouve une solution, soit encore, parce que c'est pas réaliste, on fait appel au responsable de la revue. Et on lui pose la question. Mais et ça, je l'ai déjà fait. En tant que lecteur, vous êtes évaluateur d'un article. Oui. Ce que vous voulez voir dans la partie du cadre, c'est que vous voulez voir quelqu'un qui fait la démonstration, qui sait de quoi il parle, et non pas qu'il énumère tout ce qu'il sait. Non, exactement. Ce que je veux voir, c'est qu'il y a-t-il un lien? Est-ce que la problématisation est claire? Est-ce qu'entre la problématisation, les procédures méthodologiques, et est-ce qu'il y a un lien explicite qui vient du cadre de référence? C'est ça que je veux regarder. Parce qu'on s'entend que pour les articles, généralement, c'est quelqu'un de votre domaine qui vous lit. Oui. C'est pas comme dans les bourses où vous êtes dans un comité et vous lisez donc c'est pas juste la clarification au niveau de la vulgarisation pour que je puisse comprendre. Et dans le cas d'un article, il faut faire la démonstration. Oui. Puis aussi, il y a des choses on peut carrément réduire. Je ne sais pas si on débat de la pensée de Piaget et commencez pas à expliquer ce qu'est l'assimilation. Et normalement, tout être sensé devrait savoir de quoi il s'agit. Alors que dans votre thèse, vous allez devoir faire la preuve que vous avez compris, etc. Voilà. Bon. Accommodation, assimilation, pour moi, c'est des termes qui doivent être acquis. Si on vous demande, mettez-le en bas de note, on ne peut plus. C'est justement ça. Je blague, hein? Je dis ça, blague, mais c'est évident. Parce que c'est évident qu'à 30 000 signes, vous ne pouvez pas tout noter. Donc, et c'est pour ça que vous devez clairement identifier le concept ou les deux concepts centraux. Il ne peut pas y en avoir 10 concepts centraux. Il y en a un, maximum 2. Et ensuite, quelques notions, donc concepts périphériques. Et tout le reste, on les mine. Et n'ouvrez jamais des portes qui restent ouvertes.
si vous ouvrez des portes dans votre texte, c'est vrai aussi pour un mémoire une thèse, si vous ouvrez des portes et que quand je regarde par la porte, je ne vois que du vide, je vais être frustré. Alors, faites pas de porte. Traitez pas ça. On coupe. Vous n'en parlez pas. Il ne saura pas que vous n'en avez pas parlé, si c'est cohérent. L'image, c'est toujours une image d'un entonnoir en béton. Voilà. C'est des tubes en béton pour la problématique qui s'ouvre sur un autre tube en béton pour le cadre de référence. Bon. Et si c'est bien bétonné, il n'y aura pas de dispersion de la part du lecteur. OK? Bon. Ensuite, les procédures métaux. Moi, je parle de procédures méthodologiques. Je ne parle pas de méthodologie. Là, d'ailleurs, pour moi, il y a une différence entre méthode et méthodologie. Mais si ce serait, c'est autre chose, c'est un autre cours. Donc, je parle de procédures méthodologiques. Je préfère, maintenant, s'il faut mettre méthode, vous mettez, enfin, méthodologie. Et pour moi, c'est aussi une grossière erreur sur le plan conceptuel. Mais ça. Et je vous propose, moi, de distinguer 2, 4, 6 points. J'ai appris ça, moi, en préparant des demandes de bourse. La demande de subvention, en fait, dans mon cas. Okay. 1. Type de recherche et déroulement, si on a besoin. Ben oui, il faut le dire, vous avez des résultats de recherche, ça s'est déroulé, c'est pas long. 2. Quelles sont les procédures d'échantillonnage et d'échantillon, ou les échantillons. 3. Les procédures de recueil de données. 4. Les procédures de traitement ou d'analyse. Les procédures de validation et d'éventuelles considérations éthiques, parce que si vous avez affaire à des êtres humains, il faut également en faire part. Et alors là, il ne s'agit pas de développer tout ce que vous allez écrire dans des thèses, il faut dire qu'on a pris en compte et qu'on a donc fait telle ou telle opération, telle démarche pour informer sur le plan éthique, en respectant le code des trois conseils. On est tenu de faire ça dans un article? Ben, normalement, il faudrait le dire. Même si c'est une revue... Ben non, mais donc c'est tu travailles avec des sujets humains. Ouais. Oui. Mais si c'est une revue de documents, je parle ici des résultats de recherche. Ok, c'est Okay. Je pense par exemple à soumettre à, mettons... Normalement, tu devrais. Oui, oui. C'est juste que je vois Conseil supérieur, le Conseil de recherche du Canada, j'ai connu mes 4 mots. Non. Tu parles du code d'éthique des 3 conseils. Ah, il faut que je le dise, quel conseil? Si non, c'est les 3 conseils. Non, c'est-à-dire si on soumet à une revue en France, oui. Moi, les 3 conseils canadiens. Ouais. Tu verras après, si tu chiales. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est des trucs à développer. C'est la même chose quand tu fais tes demandes de subvention. Ouais. J'écris jamais professeur. Oui. Je mets PR. Hey. Et ainsi de suite. Hein. On apprend des tas de manières de rédiger. Et ça, c'est des exercices à faire aussi, puisque c'est limité. Mais je ne veux pas entrer trop dans ces... Bon. Donc, pour moi, c'est les points, normalement, si vous ne le faites pas, en tout cas, c'est nécessaire de dire quelles sont les procédures d'échantillonnage, recueil, traitement et éventuellement validation. Validation, ça peut se faire avec 3 mots, en disant, parce que vous ne pourrez pas le développer. Quelle est la méthode de validation que vous avez prise et avec une référence. Je vais parler des références après. Je pense bien. Puis présentation des résultats. Soyez systématique. Au fond, là-dessus, c'est vraiment d'être très, très méthodique, très systématique, ce que j'appelle la linéaire. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très progressif. Pas laisser
l'esprit du lecteur vagabonder. Vous devez le tenir par la laisse. S'il m'a vagabondé, vous allez le perdre. Discussion punchée. Il y a des discussions qui sont mauditement plates. Avant la discussion, oui, je reviens à une question. Oui. Parce que moi, je vous fais expliciter votre pensée. Pour les résultats. Oui. Ici, dans cette section, on s'attend à ce qu'on voit des éléments qu'on a dégagés avant. Parce que des fois... Ah, oui. Oui, ben oui. Mais c'est l'importance du cadre de référence et de la problématisation. Si dans les résultats, vous apportez des données qui n'ont pas été traitées avant, ou bien vous avez un foutu problème d'ordre méthodologique, ou bien c'est des découvertes que vous avez faites en cours de route, et ça c'est intéressant, mais il faut les présenter à ce moment-là comme des nouveaux apports auxquels vous n'avez pas pensé et qui viennent enrichir à ce moment-là vos résultats. C'est possible ça. Je ne sais pas si je réponds à ta... Oui, oui. Voilà, parce que c'est évident qu'on... Mais ça peut... Pardon, oui. c'est juste que je réponds à oui. La question, c'est quand vous avez dit « soyez systématique ». Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être systématique? Exemple. Ah ben, ça veut dire qu'il faut prendre les points un par un et éventuellement avoir des sous-sections et puis traiter les points un par un et ne pas tout mêler. Et ce point 1, d'où est-ce que je le sors, moi? Tu le sors de ton cadre de référence. Les objectifs spécifiques. Et des objectifs spécifiques. C'est ça. Puisque tes objectifs spécifiques, ils découlent de ton cadre de référence et de la question de recherche. Les objectifs spécifiques, c'est l'opérationnalisation de ta question de recherche. Ok, donc c'est vraiment... J'ose presque le dire, je radote. Moi, là, ça fait 30 ans que je radote. Vous savez que c'est grave. Oui. Non, c'est pas vous radotez pas, c'est que vous dites pas. Oui. Ah non, tu veux me réinviter, alors? Pas tout dire? Non, je blague. Non, parce que je ne pense pas nécessairement à tout. Oui. Posez les... c'est pour ça que vous dites poser les questions. Et c'est ce qui permet, je crois, pour amener l'interprétation. Oui. C'est ces points-là que j'ai amenés avant que je dois discuter après. Oui. Et si vous avez quelque chose de nouveau, moi je pense à une recherche où j'ai interviewé des directions d'école. Un des aspects qui n'était absolument pas prévu, c'était leur réaction à l'égard du travail du ministère de l'Éducation. Et c'est apparu comme quelque chose de fondamental et je n'avais pas ça du tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai réaménagé et puis j'ai tenu compte de la critique forte que les directions et les cadres scolaires avaient à l'égard du ministère. Finalement, c'était autrefois, c'était... Non. OK. C'est une critique très très forte sur la rigueur du travail du ministère à l'égard des manuels scolaires. Tiens. J'ai une petite question cryptée entre les lignes de l'ensemble de ce que vous avez présenté. On est dans des sections, là, on est dans des parties de l'article ou la thèse. Donc en fait, il y a deux pôles. Soit tu vas commencer donc pour chaque section à présenter ce que tu vas en discuter pour, c'est-à-dire bien mener les choses ou aider les lecteurs. Oui. Dans ce cas, peut-être, il va te critiquer que tu es redondant. Ou... Ah oui, ok, oui. Ou l'autre, tu écris, puis il va te poser la question, on ne sait pas où tu vas nous amener. Comment on peut... comment on peut sortir de ces éléments-là? Parce que certains fois, tu écris, tu ne sais pas où tu vas nous amener. Non, tu es présent, tu es redondant. Non, mais dans ton texte? Oui, dans le texte. Dans le texte, tu ne peux pas être redondant. Ça, c'est clair. Si tu es redondant dans le texte... Non. C'est-à-dire la présentation de la section, tu vas dire, on va, soi-disant, d'une manière claire, on va discuter de telle chose, telle chose.
mais d'une manière scientifique, systématique, rigoureuse, bien faite. Et bien sûr, tu vas commencer à traiter ces éléments-là. Oui, mais ça pour moi, c'est une question d'écriture que tu soulèves. Là. Oui. Pour moi, c'est vraiment une question d'écriture, parce que, tu ne peux pas répéter ce que tu as déjà dit, 2, tu dois reprendre les éléments, mais si tu es dans l'interprétation, dans un sens du donné, de la signification, dans la présentation des résultats, tu déroules les données synthétisées, là, tes résultats. Point. Dans ton interprétation, tu en débats. Donc, tu ne répètes pas, tu reprends ces éléments-là. D'où ma question était si vous pouvez revenir sur cet aspect, parce que le point soulevé par Ahmed est très récurrent. Et c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est qu'on ne sait pas trop, on oscille entre la redondance ou l'absence d'information. Donc si tu n'en dis pas assez, on va te dire, mais tu ne nous mènes pas. Fait que tu nous aides pas. Oui. Le fameux commentaire, tu délègues au lecteur de reconstituer tes liens. Oui. Ou l'autre, c'est tu te répètes. Et ça, je crois que c'est dû au fait que on ne voit pas encore la nuance entre présenter un résultat et discuter un résultat. Parce que si on ne voit pas cette nuance, on va faire de la redondance. Oui, c'est exactement. Et oui, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens fusionnent présentation des résultats et interprétation. Voilà. Parce qu'il y a une différence sur le plan théorique. Parce que présenter, c'est que, par exemple, je vous dis, le tableau, et là c'est un ensemble de faits structurés, par exemple en physique, je vais présenter les températures trouvées. Mais dans l'interprétation, je vais expliquer pourquoi j'ai trouvé ça et pas autre chose. Oui. C'est différent. Donc ne pas remettre le tableau. Ah non, tu ne remets pas le tableau. Non. Attention, un tableau et une figure ne parlent pas d'elles-mêmes. Je l'ai donné. Il faut toujours expliquer le tableau ou la figure. Toujours. Avant, après, toujours les expliquer. Les commenter, parce qu'autrement, maintenant, voilà. Moi, je suis tombé sur des gens qui ne comprenaient pas les statistiques. Qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, même quand tu expliques, ils ne comprennent pas. Fait que... Mais quand tu présentes tes tableaux, je ne comprends pas comment tu les expliques. Tu dois commenter ton tableau. Sans interpréter. Non, l'interpréter, c'est pas d'écrire. Interpréter, c'est aller au-delà de la description pour dégager par rapport aux objectifs poursuivis les implications, les enjeux, les conséquences, les impacts, etc. que ces résultats te donnent. L'interprétation, c'est toujours des liens. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, généralement, l'interprétation va croiser les différents résultats que tu as présentés à la limite de manière successive. Puisque c'est donné, au fond, c'est donner un sens général en termes, à nouveau, d'enjeux, de conséquences, d'impact, de perspectives, de questionnement, etc., d'absence de sens ou de contradiction que tu retrouves dans ces résultats. Est-ce que vous pourriez illustrer par un exemple qui vous vient en tête d'une recherche que vous avez faite sur les pratiques, entre autres, l'intervention ou les curriculums? Les résultats, les entrevues que j'ai faites avec des élèves du primaire, des entrevues sur ce qu'ils faisaient pendant la semaine et pendant une journée et pendant une semaine. Et je leur faisais dessiner les éléments de la journée qui pour eux étaient importants. Je faisais dessiner les éléments de la semaine et ensuite ils devaient écrire quand même en 2 mots parce que parfois j'étais incapable d'interpréter le sens du dessin, donc on les aidait. Voilà. Bon.
Et ensuite, on a eu des résultats qui montrent que, par exemple, la récréation, le dîner, c'est bien plus important que le français, les mathématiques, etc. Ça, pour moi, c'est pas encore une interprétation au sens riche du terme. Okay? L'interprétation, dans ce sens-là, c'est de faire voir que les élèves ne savent pas ce qu'ils font quand ils sont en classe. Ça, pour moi, c'est de l'interprétation, parce que quand ils disent qu'ils font du français, ils ne savent pas ce que veut dire le français, parce que aller à la bibliothèque, c'est pas du français, la dictée, c'est pas du français, la grammaire, c'est pas du français, lire un livre, c'est pas du français. Tout ça, c'est tout acte séparé. Et donc, les mathématiques, qu'est-ce que c'est? Ben, les mathématiques, c'est compter, globalement. Ça signifie que, et quand je prends chaque matière, qui sont inscrites, parce que maintenant les enseignants inscrivent au tableau là, ce qu'ils vont faire dans la journée, ce sont des mots valises qui ne signifient rien en réalité pour les élèves. On leur dit, eh ben oui, on fait du calcul, on fait des mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire quand on questionne? Ça ne veut rien dire. Des problèmes. Mais cette interprétation... Et ça devient, je veux dire, de l'ordre interprétatif, de faire voir qu'au fond, les activités en classe des élèves du primaire, dans les écoles de Sherbrooke, dans les 4 écoles où j'ai fait cela, hein, je ne peux pas généraliser, dans ces 4 écoles, qui sont 4 écoles très différentes, conduisent, au fond, à observer que les élèves ne vont à l'école non pas pour apprendre, ne vont pas à l'école pour faire des efforts, parce que l'effort, c'est la pire des choses qu'ils détestent. Ça, là, c'est clair dans tous les discours qu'ils tiennent. Ils détestent, ils sont là pour s'amuser. Ce sont des enfants. Notre rapport à l'école. Okay. Pardon? C'est un autre rapport. C'est un autre, exactement, c'est un autre rapport à l'école que l'enseignant ne voit pas. Il pense que les élèves font des mathématiques, mais non, ils ne font pas des mathématiques. Ils font ce que l'enseignant lui dit de faire, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si on revient à... Et ça devient de l'interprétation. Je dépasse les résultats pour dégager, parce qu'on les sort, mais je simplifie ici parce que les résultats sont l'interprétation. C'est pas négatif ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, voilà, j'essaye de saisir ce qu'est la pensée d'un enfant de 3e, 4e année du primaire, parce que ça a été fait sur 3e et 4e année du primaire. Bon, ça montre aussi que l'enseignante a des qualités ou n'en a pas. Que l'enseignante est estimée quand elle est marrante. Quand elle fait travailler, c'est moins drôle. Okay? Voilà. Donc, il y a là toute une série d'éléments qui ressortent, parce que je l'ai fait comparer avec leur enseignante, ben, ça les enseignantes ne le savent pas, avec les enseignantes de première qu'elles ont eues, etc. Okay? Et tu vois là qu'il y a une image qui ressort fortement de la manière avec laquelle les yeux de ces enfants, parce que là je ne parle plus d'élèves, hein, fait exprès, ici je parle d'enfants, voient leur réalité école de manière tout à fait différente de ce que l'on pourrait penser que ce qu'est l'école. Et oui. Donc si je reviens... Voilà une interprétation. Si je reviens donc entre... Parce que je me mets à la place de l'étudiant. Oui, oui. J'essaie de comprendre. Mais vous avez donné un exemple d'un résultat. Vous êtes arrivé à une interprétation. Oui. Les résultats ont été quantifiés, etc. Oh là là, oui. Et puis les entrevues, oui. Mais cette interprétation, si vous avez fait cette interprétation et pas une autre, c'est parce que vous avez un cadre avant. Ah oui. Alors c'est ça le... Oui, ben ça... Non, je veux dire, mais comment il a fait pour trouver ça? Mon livre sur les médiations. Cette interprétation, parce que moi, je pourrais voir autre chose. Avec le même résultat que vous avez dit. Ah, peut-être bien. Je pourrais... Oui. Tu as un autre cadre. Ah oui. Si j'ai un autre, donc vous, l'élément, il y a l'élément il y a comme déjà, il y a quelque chose avant, derrière. Ah oui, c'est ça. Oui.
Non, on n'arrive pas vierge sur le terrain. Moi, je suis vierge, moi. Oui, ça c'est certain, je suis né en nous, donc il n'y a pas de problème, là. Mais à part ça, là, je crois pas du tout donc on arrive vierge sur le terrain. On arrive avec des prénotions, des préjugés, des opinions, des connaissances, des savoirs, et on arrive comme ça. Bon, ça c'est clair. Le problème, c'est avec les préjugés. Ah ben c'est ça, mais donc il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'une chose importante, mais là on sort un petit peu du cadre, c'est l'importance de pouvoir chercher à analyser quels sont les fondements sur lesquels on s'appuie quand on fait de la recherche. Voilà. Donc pour moi, la discussion, voilà les résultats qui se présentent dans... Voilà, tel résultat. Oui. Mais par rapport aux autres, bon, mais ça, voilà quels sont les résultats. Ça, c'est pour moi un travail journalistique. C'est avec Sabine Van Dul, mais elle n'a jamais voulu que je l'écrive, ça. Quand j'ai fait le livre sur l'analyse des travaux de recherche sur les pratiques enseignantes, qui était publié, je ne sais plus en quelle année, 2005, 2006, oui, ça a tardé un peu. En tout cas, ce qu'on a constaté, à côté du fait que beaucoup de chercheurs avaient eu des fonds mais n'avaient jamais publié, et ça c'est une autre histoire, c'est qu'on a constaté que beaucoup de recherches reposent sur aucun fondement conceptuel, ne font pas appel à des disciplines comme la psychologie, la sociologie, l'histoire ou autre chose, ne font pas appel à aucune, disons, aux contributions complémentaires, disciplinaires complémentaires, et qu'en fait, les résultats, c'est du travail journalistique et présente des résultats, point. Un journaliste fait ça. Il raconte l'accident. Évidemment, quand on raconte un accident, c'est pas l'accident qui s'est passé. C'est toujours la manière avec laquelle on est. C'est déjà une interprétation, mais c'est pas une interprétation à caractère scientifique puisqu'elle ne repose pas sur des cadres de référence consistants. Et un des gros problèmes qu'on a en éducation, c'est cette absence de cadre conceptuel que je dis consistant. Ça, il y a un vrai problème, de mon point de vue. Pardon, et donc toujours dans l'exercice d'illustration, à travers l'exemple que vous avez pris, vous êtes arrivé à une interprétation qui elle peut sembler contre-intuitive. Donc le cadre qui donc est-ce que vous pourriez, par exemple, quel est l'aspect du cadre qui vous a permis d'arriver à faire cette interprétation et pas une autre? Pour moi, c'est l'analyse de ce qu'est un rapport d'enseignement-apprentissage. Ok, c'est le rapport. C'est ça. Ah oui, parce que je crois qu'on doit toujours travailler en termes de rapport. Okay. Voilà, mais ça c'est mon défaut de sociologue, ça. Voilà. On n'étudie jamais les objets pour eux-mêmes. On étudie les objets dans leur rapport à d'autres objets, à d'autres gens, etc. C'est toujours les rapports qu'on étudie. Mais ça aussi c'est un fondement là, qui marque. Mais on pourrait voir autrement. J'avais un autre cadre psychologique. Ah oui. Par exemple, si le psychologue pense que son objet d'étude c'est le sujet en lui-même, donc il a une vision individuelle, pour ne pas dire individualiste de sujet, moi ça c'est à l'encontre, totalement incompatible. J'arriverai une autre. Tu vas avoir d'autres façons de faire, et de voir les choses. Oui, c'est ça. On dirait que les enfants sont heureux à l'école. Avec le même résultat. C'est ça. Pour être heureux, ils sont heureux. Oui, mais justement, si je voulais... La récréation plus importante... Si je voulais un rapport strictement psychologique, je pourrais dire, alors les enfants, ils expriment qu'ils trouvent ça intéressant, donc ils sont... Oui. Mais c'est une des caractéristiques dominantes aujourd'hui. Voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, ça soit traduit bien dans les mots qu'on utilise. Je dérive là aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne meurt plus. On disparaît. On s'en va. Etc., etc. Dans un accident d'avion, moi j'ai toujours cru que les victimes, c'était ceux qui étaient dans l'avion. Aujourd'hui, non. Les victimes, c'est les survivants. Ah oui, c'est eux qui ont besoin d'un support psychologique, là. Parce que c'est eux les vraies victimes. Les autres, ils sont morts. De toute façon, on s'en fout. Hein. OK? J'ironise, hein?
Okay? Oui. Il y a là un véritable désordre dans la manière de penser aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui fait que l'on se focalise sur des aspects strictement individualistes plutôt que de penser que l'être humain n'est être humain que dans son rapport à autrui. Sans ça, il ne serait qu'animal, ce qu'il est déjà fondamentalement au point de départ. Hein? Mais voilà. Bon, allez. Une question par rapport à l'interprétation. Des fois, on voit cet intitulé-là, analyse et interprétation des résultats. Mais est-ce que c'est... Non, on devrait dire présentation et analyse. Ok, parce que l'interprétation est déjà sous-tendue par... Parfois on combine. Oui. Parfois on combine, quand on dit résultat et interprétation, on combine les deux. Oui. Pour se permettre, c'est souvent dans les analyses qualitatives, les analyses quantitatives. Oui. Souvent le problème se pose dans l'interprétation. Comment présenter une analyse qualitative? Comment présenter une analyse quantitative? Pour qu'il n'y ait pas confusion, vous pouvez m'éclairer? Non. D'accord. Non, pas comme ça. Il faudrait des cas réellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu me parles d'analyse et pas de recherche. Voilà. Ça, bravo. Bravo, parce que pour moi, il n'y a pas de recherche qualitative, il n'y a pas de recherche quantitative. Il y a de la recherche scientifique qui utilise des procédures qualitatives ou quantitatives ou mixtes, selon le cas. Voilà. Mais la recherche scientifique, elle peut utiliser 1000 procédures. Okay? Voilà. Mais la recherche n'est pas qualitative, la recherche est quantitative. Et toute recherche qualitative est aussi quantitative. Point. Et à mon avis, vice-versa. Oui. Pour quand même faire un effort pour répondre. Oui. Si je vous dis, parce que je crois, parfois dans des analyses, dans des articles, surtout dans des études de cas, où on voit l'auteur dans la section des résultats, il raconte les cas, et de temps en temps, quelques éléments d'interprétation. Ça, c'est un problème. Je pense que alors ça, c'est un problème. On a des tableaux statistiques, c'est plus facile. Moi, je pense que là, l'exemple que tu apportes, je crois qu'il faut distinguer entre présenter le cas et l'interpréter. Même chose. Autrement, on crée de la confusion et on ne sait plus ce qui est à la limite de l'ordre de descriptif et de l'ordre de l'interprétatif. Je crois que c'est mieux, ou carrément de faire des sections, voilà, traite, et puis si tu fais en même temps la présentation des résultats et leur interprétation, ok, à ce moment-là, tu fais des blocs séparés, clairement. Tu dis, voilà, ça permet. Le problème que j'ai à ce moment-là, c'est est-ce que par la suite, est-ce que j'ai la possibilité de rassembler toutes ces interprétations locales pour les regrouper et pour en faire une perspective synthétique au niveau interprétatif. C'est pour ça que je pense qu'il est peut-être préférable, mais encore faut-il voir, c'est un peu à chaque cas, d'avoir une séparation entre présentation des résultats et l'interprétation, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus de facilité à faire cette interprétation de manière plus englobante. C'est-à-dire, par exemple, je peux choisir de prendre... si j'ai 3 objectifs spécifiques, je peux choisir par exemple 1, 2, 3 pour chacun. Dans chacun, je peux choisir un paragraphe pour la présentation, un deuxième pour l'interprétation. À la fin des 3, tu as une section. Quelque chose de synthétique. Oui, absolument. Pour synthétiser. Oui, excellent. J'ai une question. Question. Je finirai jamais, hein. Mais c'est pas grave. Vous avez jusqu'à 4 heures. Oui, ça va. Ok. C'est l'intervention d'Ahmed qui a attiré mon attention sur ça. C'est parfois, dans la rédaction de l'interprétation, on a l'impression qu'il faut se positionner par rapport aux autres auteurs
et on dit nos résultats s'inscrivent dans la tendance de X. Mais en croyant que c'est ça l'interprétation. Alors que ça c'est juste un élément, je crois, pour situer. Mais souvent je l'ai vu dans les... Ouais, moi je dirais soyons prudents. Exact. Soyons prudents. En fait, prudent. Débat quand tu présentes les résultats suivants, un cadre de référence qui vient, soi-disant hypothétiquement, ou bien on peut poser l'hypothèse que ça se rapproche de... Moi, à moins que d'avoir la certitude et de pouvoir en faire la preuve. Mais ma question pour ça... J'essaie d'être prudent, là. Yves, oui. Ma question, est-ce que la fonction d'une interprétation, c'est de me situer par rapport à d'autres chercheurs uniquement, ou la fonction d'interprétation de la section, c'est d'éclairer l'objectif ou la question et de montrer quel est l'apport de cette... C'est là où je vois vraiment, je documente le travail. C'est la deuxième alternative qui est essentielle. Pas la première. La première, elle pourrait venir même dans la conclusion, éventuellement, parce que toujours, il faut distinguer entre un article scientifique qui a des limites du point de vue de l'espace, et puis une thèse ou un doctorat, une thèse ou une maîtrise où j'ai plus de liberté. Et là, je peux apporter cette discussion. Je peux, dans la conclusion, puisque là, faire une synthèse, d'abord une courte synthèse, et ensuite ouvrir à des perspectives. Et là, je pourrais dire, on pourrait rapprocher un tel et puis voir en quoi, comme je suis en train de lire actuellement, en quoi Saussure et Vygotsky comment Vygotsky s'est inspiré de Saussure et puis en diverge également. Je veux bien, moi, c'est à discuter, là, mais au point de vue linguistique, au point de vue des apprentissages. Mais là, c'est ouvrir sur d'autres pistes qui seraient possibles d'explorer. Mais je resterai essentiellement, et c'est là que la dimension prudentielle pour moi est importante, j'en reste à mon objet sur lequel je me centre. Si vous ouvrez trop, vous allez devoir le justifier. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'espace. Ça prend un autre article. Bon, vous en ferez 2. Ça va? Je voudrais penser un tout petit peu. Si c'est un article théorique, c'est autre chose. Je dis théorique en sens large. Hein. Vous avez une problématique, une question de recherche, sa pertinence. Vous avez une recension critique des travaux. Et là, c'est fondamental de faire cette recension critique. Encore beaucoup plus que dans une démarche une recherche, de résultats de recherche. Il faut que vous puissiez faire un état de la question. Si vous faites une recherche sur la pensée constructiviste, bien, vous devez partir avec Bachelard, Vygotsky, Bartlett, Gergen, Alléluia, là, etc., etc., les différents types de constructivisme et de constructionnisme et tout. Vous devez faire cette synthèse. Là, à ce moment-là, c'est fondamental. Si vous, dans votre thèse, au cœur de votre thèse qui travaille sur les pratiques d'enseignement, la perspective est constructivisme social, bien là, vous pouvez en rester, par exemple, à la pensée de Vygotsky et laisser de côté le reste, en le justifiant. Mais si vous avez un débat, bien à ce moment-là, il faut explorer les différents courants. Et là, ça devient presque à ce moment-là un article de synthèse. Les procédures méthodologiques, là je disais voir 30 novembre 2017, là, et, je ne me souviens plus. Bon. C'est que vous devez présenter les modalités mises en œuvre pour faire cette recension critique. Quelles sont les
les ouvrages consultés, enfin, ou les bases de données consultées, quels sont les courants consultés, comment vous avez travaillé, selon avec quels outils méthodologiques. Je ne parle pas nécessairement de logiciels, je parle d'outils méthodologiques. Hein. Okay, voilà. C'est indispensable. Et comment vous avez traité? Est-ce que vous avez utilisé telle approche, telle autre approche méthodologique? C'est fondamental. Et ensuite, les résultats auxquels vous êtes parvenus. Oui. Au niveau de la recension critique des travaux, oui. Est-ce qu'on doit s'en tenir uniquement aux travaux qui ont été publiés dans la langue qu'on maîtrise ou ça doit s'étendre aux langues les plus connues, par exemple? Imaginez que par exemple je fais un travail sur la pensée constructiviste et puis il y a un travail similaire au mien qui a été fait par exemple en mandarin, par exemple. Oui. Ben là, oui, oui, disons, tu pourrais difficilement ignorer certains travaux russes. C'est clair. Par contre, ils ont été traduits en français avec plus ou moins de bonheur. J'ai eu la chance d'avoir une postdoc qui maîtrisait le russe et qui m'a aidé à relire Vygotsky autrement que dans Pensée et langage. Parce que le problème, c'est l'interprétation. Un des mots là, Angboussi, ça ne se traduit pas en français, ça. Bon. Donc, il faut toute une périphrase. Bon, ceci dit, si tu travailles là-dessus, tu ne peux pas oublier les travaux anglais. Impensable. Anglais et états-unien. Impensable. Il y a énormément de trucs tout à fait intéressants en anglais. Oui, et même à la limite plus riches qu'en français. Oui. Donc ça voilà. Mais la raison est... Voilà. La raison de cette nécessité dans ce cas particulier, c'est caractéristique d'une théorie? Ben, ça dépend sur quoi tu travailles. Si tu travailles sur les représentations sociales, tu es chanceux. Tu n'iras pas voir les travaux américains. Ils travaillent sur les croyances, sur les beliefs. Les représentations, c'est un concept français, italien. Donc, tu pourras aller voir un peu les Italiens, là, ok? Mais bon, ils ont été souvent traduits. Hein. Mais tu es chanceux, là, tu n'as pas besoin de voir les travaux en anglais. Parce qu'en anglais, ça n'existe pas, représentation sociale. Même chose didactique. Tu n'iras pas voir les travaux, il y a bien 3-4 travaux qui ont été publiés en anglais, là. Par des transfuges français, la plupart du temps d'ailleurs. Hein, bon, c'est pas... non, le didactique, c'est un mot épouvantable en anglais. C'est une insulte. Mais ça veut dire le matériel. Hein? Quand c'est didactique, ça veut dire que c'est dépassé, suranné, ennuyant. Didactique, c'est presque une insulte à des cours ou à des orientations quand tu es en anglais. Hein? Donc, une fois que tu sais ça, tu as réglé le problème. Okay? C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas qu'au niveau européen, francophone, voilà. Mais si tu travailles la didactique du côté scandinave, tu ne peux pas empêcher de lire le concept de didactique en lien avec la religion. C'est baigné par le protestantisme. Ah. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a encore 10 ans, 15 ans, c'est marqué profondément par la pensée protestante. Les travaux finnois, etc., que j'ai pu consulter, ainsi de suite. Tu sais, voilà. Bon. Donc, ça dépend. Il n'y a pas une réponse, il n'y a pas... voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est je traite de quoi, quel est l'usage, qui en fait usage, et ensuite, quels sont les usages, et dans quelle langue. Tu ne vas pas te perdre dans les travaux espagnols, il y a bien, par exemple, sur la didactique. Et
Mais peut-être que ça pourrait... est-ce que le fait, la nature même d'un article théorique, qu'est-ce que la raison d'être d'un article théorique? C'est ce qui explique cette nécessité. Oui, c'est de clarifier la notion ou de débattre de notion, la notion de technologie. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la technologie? Ou la notion de fait. Je viens d'écrire un article là-dessus. Qu'est-ce qu'un fait? Et moi, je me suis dit, pour écrire ce que ça fait, je vais retourner à la conception des faits au 15e, 16e, 17e siècle. Voilà. Et j'ai été voir comment on traitait d'une notion de fait à l'époque. Bon. Ça relativise beaucoup l'idée de fait actuel, de fait scientifique. Ça montre également toute l'immense différence qui existe au niveau de la manière d'appréhender la réalité naturelle, humaine et sociale. Okay. Alors, ça dépend. Quel est l'objet, quel est l'angle d'approche que vous allez utiliser? Comment vous allez entrer au regard de cet objet sur lequel vous allez porter votre regard critique, en fait. Et c'est pas ça qui manque, hein? Surtout en éducation où beaucoup de termes sont flous. On a des vrais problèmes de conceptualisation, non pas pour arriver à un concept qui aurait une définition, mais pour pouvoir saisir les différences d'interprétation conceptuelle au regard des termes que l'on utilise de manière, au fond, récurrente. Pédagogie. Voilà un beau terme. Pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Etc. Bon. Article théorique. Comment ça se fait que... Bon. Je voudrais arriver plutôt à quelques remarques. Ah oui, les références. Je voudrais m'arrêter ici parce que je vois là... oui, ok. Bon. D'abord, les références, ce n'est pas une bibliographie. Les références, c'est la liste des auteurs cités dans le texte. Et c'est présenté selon les normes, les règles en usage dans la revue. Donc, je parle de références ici, je ne parle pas de biographie, c'est ce qu'on vous demande. Les références ne se mettent pas en bas de page. Toutes les références, donc on met l'auteur, l'année dans le texte et puis on met... voilà. Quand vous avez écrit votre texte, vous devez le relire, diviser votre texte, coupez-le en deux. Maintenant, on peut faire ça, là. Une partie texte, une partie référence. Hein, il y a une... je ne sais pas comment on appelle ça, là, une révision. Et on coupe le texte en deux parties. Et la référence, chaque fois, moi, je mets toutes mes références en jaune. Et puis, je lis le texte. Chaque fois que j'arrive à un auteur, je vais dans les références et je vais voir. Auteur 1984, je vais dans les références. Zut, j'ai mis 85. C'est quoi la bonne? Ou je ne l'ai pas écrit. Donc, il faut que je l'introduise. Donc, il faut faire ça systématiquement. Et chaque fois que j'ai révisé, je regarde si mes virgules, mes points, les ponctuations, enfin, les italiques, tout ça est complet. Et quand j'ai révisé, j'enlève le surlignement jaune et reste en blanc et je n'y reviendrai plus par la suite. Je sais que je l'ai vu. Et je fais ça systématiquement de la première à la dernière ligne de texte. Ce qui me permet de vérifier si j'ai toutes les références, si toutes les références sont exactes, si elles sont toutes bien écrites. C'est indispensable. Et oui. Ça, c'est dans l'ancien temps. Oui. Que diraient les jeunes. Oui. Parce que maintenant, il y a des logiciels qui le font. Tu n'avais pas besoin de surligner. Ben, et tu veux vérifier? Oui, c'est-à-dire que quand vous mettez l'auteur, oui. Ben, vous demandez est-ce que la référence est là. Il va la générer automatiquement. Ah bon? Bon oui, mais est-ce qu'elle est générée correctement?
Oui, mais au moins, vous savez que l'auteur est là. Oui. Donc, vous la générez. Vous dites selon les normes APA, oui. il va la générer. Oui, dans la mesure où les normes APA sont convenables. Et attention, les normes APA en français ne mettent pas des majuscules partout. Ouais. Parce que moi, là, oui. En France, on met des majuscules partout. Ouais. Mais pas au Québec. Pas, non, on met des majuscules à certains endroits. Et les APA, si vous allez voir, là, les différentes interprétations le mettent bien en évidence aussi. Hein? Haute école, machin, on met une majuscule à haute, mais pas à école, pas, etc. Bon. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter, toujours en fonction de la revue à laquelle. C'est pour ça que, attention, les références automatiques, oui, je veux bien, mais relisez-les, vérifiez-les. OK? Oui. Bon. J'ai une question. Oui. Pourquoi souvent on écrit bibliographie au lieu de référence? Ben parce qu'on se trompe. C'est quoi la différence? Parce qu'il faut écrire référence. Bibliographie, c'est une liste d'auteurs que tu ajoutes et que tu pourrais mettre des auteurs qui n'ont pas été cités. Ça existe dans des livres, tu vois ensuite, bibliographie complémentaire. Et là, ils te mettent, et parfois même, ils te mettent des références bibliographiques en fonction des chapitres. C'est tout ce qui a été consulté. Et tout ce qui aurait été consulté sans avoir été cité. Voilà. Oui. Alors peut-être il vaut mieux écrire référence puis en bas bibliographie. Ben non, tu n'as pas besoin d'écrire dans un article scientifique, tu ne mets pas bibliographie, tu mets référence. Même dans la thèse. Même dans la thèse. On écrit référence bibliographique, mais c'est pas bibliographie, mais c'est toujours Oui. référence. Ouais. Référence. Ok. Oui. OK. Oui. D'accord. Je sais parce qu'on est limité dans le temps là, mais en tant qu'étudiant qui va publier la première fois, Oui. d'un aspect plutôt pragmatique, Oui. à quoi devrais-je m'attendre dans l'échelle du temps, dans les grands moments de ce parcours-là? Dans l'écriture de l'article, selon Ok, vous, oui. d'une façon raisonnable? 1, voir son directeur, discuter avec lui. Parfait. 2, faire un plan. Et le plan est fondamental. Un plan, c'est fait pour ne pas suivre. Moi, c'est mon principe, mais il est nécessaire. Je blague, mais c'est ça. Moi, un plan, je n'ai jamais suivi un plan, mais j'en ai toujours eu besoin. Parce qu'un plan, c'est le guide qui ensuite, oui, me contraint et ensuite me permet de faire tous les aménagements. Et au bout de la ligne, mon article ne répond plus exactement. C'est sûr que s'il y a problématique, etc., mais ce n'est pas ça un plan. Un plan, c'est les idées qui vont contenues et les enchaînements. C'est ça un plan. Avec éventuellement les auteurs de référence que je vais utiliser. Et quelque chose qui est important, que j'ai oublié là-dessus, sur les références, dans le texte, vous pouvez mettre des références liées à votre directeur, votre directrice de recherche, pas de problème, mais pas seulement. Vous devez équilibrer les références. Alors, aujourd'hui, il y a des obsédés qui veulent que les références soient récentes. Moi, j'ai du mal avec ça. Ça dépend. Moi, là, Descartes, il vaut toujours la peine d'être référencé. Vygotsky, 1934, on ne le met plus. Est-ce que c'est 1934? Son Pensée et langage a été publié à sa mort en 1934. Bartlett, c'est 1930, quelque chose comme ça. Hegel, 1830. Fini. N'existe plus. Marx, même un petit peu après, 1960. Non. Moi, ça dessus, je trouve ça absurde. Qu'il y ait des références récentes. J'ai entendu ici, on a encore quelques minutes, hein, j'ai entendu ici un auteur, on était en 1991, un Américain, enfin je devrais dire un États-Unien, qui est venu présenter le constructivisme et qui expliquait que c'était un collègue de son université qui l'avait découvert l'année précédente. J'ai été poli. Et voilà le signe d'une ignorance totale. C'est épouvantable. Ça, c'est l'obsession
d'une référence récente de quelqu'un qui a peut-être plagié, je ne sais pas moi, Bartlett, Vygotsky, ou quoi que. Oui, déjà à l'époque, il était connu. Voilà, ouais. Mais, monsieur, juste parce que pour les demandes de bourse, c'est un commentaire que j'ai eu à maintes reprises, mais mes auteurs piliers, je dois quand même les citer, ils disaient non, mais essaie de trouver des sources plus récentes. Oui, effectivement, pour faire plaisir, oui, ok. Il y a une chose qui est intéressante quand tu fais une demande de bourse, c'est de l'obtenir. Non. Bon. C'est un contexte. Okay. Voilà. Ouais. Et pour l'obtenir, on écrit pour faire plaisir, aux évaluateurs. Et après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Okay. Mais bon. étant oui. Pour la réponse, l'idée de référence récente ou pas, c'est-à-dire que c'est par rapport à quoi? C'est ça, voilà. Quand on vous dit citer des références récentes, c'est à quel niveau? Si c'est au niveau de la problématique, c'est parce qu'on voudrait savoir si il y a des études qui ont été faites. Ça vient, c'est là. Mais effectivement, c'était aussi dans le cadre conceptuel. Dans le cadre conceptuel, et ça dépend sur qui. La notion a été travaillée après. Oui. Mais quand on cite Hegel, c'est peut-être parce qu'on réfère à l'idée d'Hegel, mais s'il y a d'autres auteurs qui ont travaillé sur la même idée. Je pourrais prendre Axel Honneth, par exemple. C'est plus récent, 2007, par exemple. Okay. Mais l'exemple que j'ai eu, je vais le donner concrètement. Oui. En fait, moi, je citais Ricard, parce que bon, ça sur Ricard, puis ils m'ont dit, il y avait peut-être, oui, Saubert s'est inspiré de Ricard. Mais t'es mieux de mettre Saubert parce que c'est 2013, puis Ricard 85. Mais moi, j'ai gardé Ricard parce que j'aime oui, je comprends. Mais je comprends. Quand tu as lu Sauveur, tu préfères Ricard. Mais la bourse, là, rappelle-toi, en ce moment, je suis en train d'évaluer des bourses, là. C'est encore en psychologie. Je ne suis pas spécialiste, là. On regarde d'autres choses. Peut-être pour ça que j'avais des difficultés. Oui. Mais ça me fait tiquer un peu, ce type de remarque, parce que Ricoeur est quand même je ne peux pas penser en termes de phénoménologie si j'oublie Ricoeur, si j'oublie Schultz, etc. C'est aberrant. Mais j'avais la même, en histoire, j'avais le même cas, parce qu'on avait des Paul Venn, Marou que j'aime beaucoup sur 75. Oui. Il me dit, mais c'est mais écoute, là, mais Duby. C'est mon pilier, c'est. Oui. Écoute, tu ne peux pas oublier. Tu peux pas oublier Duby. Oui, quand tu es en histoire, ce serait criminel. Enfin, c'est ça. Bon, alors, quelques remarques pour terminer, mais rapidement. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est éviter les incohérences. Ça, là, c'est la pire des choses. Par exemple, des références incompatibles. Marier Ricoeur avec le positivisme, Parsons, par exemple, là, moi, j'arrête immédiatement et tu n'as aucune chance d'obtenir une bourse avec moi. Là, aucune. Parce que ça veut dire que tu ne sais pas de quoi il parle. Tu ne mets pas le structural fonctionnalisme avec la phénoménologie. Et j'ai vu des choses comme ça, des demandes où tu avais la phénoménologie, le positivisme, la dialectique, tout ça était mis ensemble. C'était tout en même temps, au niveau de la conceptualisation. Pardon, et pour Et c'est fondamental, ça, les choix. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à... dans une bourse, comme vous avez bien dit, une bourse est faite pour être obtenue. Oui, Dans les textes, si vous, mettons, votre texte est refusé, on vous donne des commentaires, moi, on m'a ramené ça, j'ai écrit, je refuse de changer parce qu'on m'a dit qu'il faut utiliser des références récentes. Et tu justifies. Des techniques, mais ils l'ont accepté. Oui, effectivement. Ça, c'est un débat. Donc, pour moi, là, c'est le danger des incompatibilités. Y compris dans le cadre de référence, ce que je viens de dire. Ensuite, ne pas s'en tenir aux écrits francophones et québécois. Non, ça, encore une fois, tout dépendant de l'objet de la recherche. Et surtout quand c'est une recherche théorique. Mais c'est vrai que
écarter Ricoeur, si tu es au niveau phénoménologique, ce serait aberrant. OK. Bon. Ensuite, une position critique n'est pas une expression d'opinion. Toute position critique doit être étayée, justifiée, articulée. Et ça peut prendre un peu plus de place. Et c'est pour ça qu'il faut que dans les textes, il y ait un espace qui permette de le faire. Et toute opinion, comme tout concept qui n'est pas minimalement explicité, à moins qu'il soit connu, je parlais de l'assimilation piagétienne, mais là tu l'expliques. Hein, piagétien, référence Piaget, 1934, je ne sais pas combien, là. Oui, je crois que 34 pour le développement de l'intelligence chez l'enfant. Là. Okay. Bon. Autrement, il faut minimalement expliquer. Donc aujourd'hui, c'est aucune référence en bas de page. Moi, ça, c'est de l'ordre de l'absurde, mais ça, bon. Parce que moi, j'en mets presque pas d'habitude, alors. Moi, j'en mets beaucoup, hein. Oui. Et je crois que j'ai terminé. Oui, voilà.